Tu entends ce mot partout. Immigration. Il traverse les journaux télévisés, les réseaux sociaux, les discussions de famille ou de bistrot. Il rebondit dans la bouche des politiques, dans les débats de société, dans les peurs et les fantasmes, et à force, il ne désigne plus grand-chose. Il finit par faire écran à ceux qui le recouvrent vraiment. Des visages, des voix, des trajectoires, des histoires souvent complexes, parfois brisées, mais toujours profondément humaines. Alors aujourd'hui, je te propose un voyage. Pas un voyage géographique, mais un voyage mental. On va partir du brouhaha médiatique pour aller vers le concret, vers le quotidien, vers l'intime. On va prendre le temps de regarder cette question de l'immigration en Europe sous un autre angle, sans caricature, sans peur et surtout sans tabou. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laisse-moi te rappeler quelque chose. Si ce que tu entends ici te parle, si tu trouves que ce genre de contenu mérite d'exister dans la jungle numérique, pense à t'abonner à cette chaîne, à liker la vidéo, à la commenter et à la partager. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux soutenir mon travail sur Tipeee. Un immense merci à toutes celles et ceux qui le font déjà. Grâce à vous, je peux continuer à faire vivre cette voix. Merci du fond du cœur. Maintenant, installe-toi confortablement, car ce dont on va parler aujourd'hui mérite qu'on prenne le temps. Imagine Zina. Elle a 27 ans. Elle est arrivée en Grèce après avoir fui la guerre. Elle tient un carnet dans lequel elle note ses projets, qui sont d'apprendre le grec, trouver un travail, envoyer un peu d'argent à sa mère restée derrière. Elle note absolument tout, comme si l'écriture l'aidait à croire que demain sera différent. Elle pourrait être une étudiante Erasmus, sauf qu'elle est une exilée. Et Zina, ce n'est pas une exception. Aujourd'hui, tenez-vous tranquille, près de 87 millions de personnes vivantes en Europe sont nées ailleurs, soit une personne sur 8. Et ce chiffre, il n'est pas soudain. Il ne traduit pas une invasion, ni une ruée. C'est un mouvement lent, constant de femmes, d'hommes, de familles, de travailleurs, d'étudiants et de retraités. Il y a 1000 raisons de partir, 1000 raisons de rester et autant de raisons d'arriver ici. Mais que fait-on de cette réalité? Comment la regarde-t-on? Qu'est-ce qu'on décide de voir? Souvent, on commence par les chiffres. En 2023, il y a eu 385 000 entrées irrégulières dans l'Union européenne, ce qui est assez conséquent, il faut l'admettre. Oui, c'est une augmentation par rapport aux années précédentes. Mais rassurez-vous, on est encore loin, mais vraiment très loin du pic de 2015, où plus de 1,8 million de personnes sont arrivées sur le continent. Pourtant, dans l'imaginaire collectif, cette année-là est restée gravée comme une fracture, comme si elle s'était imprimée dans notre mémoire au point d'effacer toute nuance qui ont suivi. Mais il ne faut pas oublier que l'essentiel des migrations en Europe sont régulières. Ce sont des gens qui arrivent avec des papiers, qui travaillent, qui étudient, qui retrouvent leur famille. Ce sont eux la majorité silencieuse de l'immigration, ce dont on ne parle jamais malheureusement. Et à côté des chiffres, il y a les mots. Le mot crise par exemple, il revient tout le temps. Crise migratoire, crise des frontières, crise humanitaire. Mais de quelle crise parle-t-on exactement? Est-ce une crise de nombre, une crise de valeur, une crise d'accueil, ou bien une crise de regard, ou encore une crise de peur? Il est vrai que certains pays en première ligne comme l'Italie, la Grèce ou Malte sont confrontés à des situations très difficiles. Ils doivent gérer des arrivées massives, souvent dans des conditions très précaires. Les centres d'accueil débordent, les procédures s'enlisent, et pendant ce temps, d'autres pays ferment leurs portes, ou y regardent ailleurs tout simplement. Face à cela, certaines réponses politiques ont été très dures. On parle de murs, de contrôle renforcé, d'externalisation des demandes d'asile, de refoulement, parfois même au mépris des droits fondamentaux. Les mots se font tranchants, l'Europe se tend et elle se divise. Mais il existe aussi un autre visage, celui d'une Europe qui cherche des solutions communes, qui tente de coordonner, de partager et d'organiser tout ce tumulte. En 2024, un pacte sur la migration et l'asile a été voté. Il prévoit d'accélérer les procédures, de repartir les efforts entre les États membres, de mieux protéger les frontières
tout en respectant les droits des personnes. C'est un chantier immense, encore loin d'être parfait, mais c'est une tentative de sortir de la logique du chacun pour soi. Et puis, il y a cette réalité qu'on oublie souvent. L'immigration est aussi une force. En Espagne, le gouvernement affirme que sans les migrants, tenez-vous tranquille, 150 000 postes ne seraient pas pourvus chaque année. Les migrants représentent donc 10% des cotisations sociales. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, c'est énorme. En France, en Allemagne, en Belgique, tous les secteurs en tension comme par exemple la santé, la restauration, l'agriculture, la tech, ce sont des personnes venues d'ailleurs qui tiennent les rouages. Et ce n'est pas seulement une main-d'œuvre, c'est une richesse de langue, de culture, de parcours, une diversité qui, bien accompagnée, peut renforcer les sociétés, les ouvrir et les réinventer. Et c'est là que tout se joue, parce qu'à côté des promesses, il y a des tensions. Dans certaines villes, dans certains quartiers, l'arrivée de nouveaux habitants peut déstabiliser les équilibres. Il peut y avoir des peurs, des malentendus, des conflits. Il faut les entendre, les reconnaître, mais surtout il faut y répondre. Pas par le rejet, pas par le repli, mais par le lien. Ce lien, il ne se décrète pas, il se construit jour après jour, avec du respect, avec de l'écoute, avec de la patience. Alors oui, parler d'immigration, ce n'est pas simple. C'est même l'un des sujets les plus explosifs de notre époque. Mais c'est précisément pour ça qu'il faut le faire, sans cri, sans cliché et surtout sans haine. Juste avec une question en tête. Quel monde voulons-nous bâtir? Un monde de murs ou un monde de ponts? À chaque regard, les tensions émergent. Parce que parler d'immigration, c'est aussi parler de peur. De peur viscérale, souvent indiquée, rarement nommée. Cette peur traverse les villes, s'immisce dans les débats, s'enflamme dans les discours. Elle naît de l'inconnu, du sentiment d'être dépassé, de la crainte que nos repères, notre identité, notre culture, notre quotidien soient mis à mal. Dans certains pays, elle se traduit par des slogans, des murs remontent, des frontières à défendre, des votes durcis, une montée des extrêmes. Ce sont des réactions qui, lorsqu'elles deviennent actes politiques, modèles de la réalité sociale, font perdre de vue ce qui se joue réellement, une coexistence possible mais exigeante. On évoque souvent l'Italie, première terre d'entrée pour des milliers de personnes sur le territoire européen. Là-bas, des centres débordent, des camps s'agrandissent, des ONG sonnent l'alerte, les fenêtres qui s'ouvrent, mais les portes qui se ferment. Et pourtant, il y a des Français, des Allemands, des Espagnols, des Hongrois, prêts à regarder ailleurs, pris entre compassion et électorat, entre la volonté d'accueillir et la peur de perdre. Dans ces tensions, les médias jouent leur rôle, pressés de dramatiser ou d'attiser. Ils posent la question, jusqu'où peut-on aller? Et si l'on en parle tant, c'est que parfois ces récits trouvent de l'écho, parce qu'ils renvoient aux anciennes blessures, aux peurs ancestrales, à la mémoire d'autres migrations meurtrières. Mais la peur se prête aussi à l'instrumentalisation. Pour certains, elle devient un moyen politique, un mécanique à activer, une tension à exploiter. Et c'est là que le sujet devient toxique, qu'il ne nourrit plus le débat mais l'angoisse. Au-delà des discours, il y a la réalité concrète, comme celle des passeurs. Ces réseaux clandestins venus prospérer sur les drames, financés par l'angoisse, organisés comme des entreprises criminelles. Ils proposent un compte exécuté avec froideur, qui sont la promesse d'un avenir, la traversée dangereuse, souvent mortelle, traverser vers une vie meilleure, c'est à vous d'en décider. Car la Méditerranée, le désert algérien, les montagnes balkans, les routes forestières, tous ces espaces sont devenus des pièges, des lieux de repos éternel pour des centaines, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, des voix qui se perdent dans l'eau, dans le sable, dans la peur, et ces disparitions deviennent le point le plus tragique d'un récit souvent réduit à des flux. Imagine ce parent qui, à la frontière, regarde passer ce qu'il croit être son enfant, presque rejoindre le repos éternel. Et cette porte fermée,
cette main tendue qui finit par se retirer, et ce silence. Derrière l'immigration, il y a des histoires inadmissibles, et derrière ces histoires, il y a une responsabilité. On ne peut plus se contenter de dire « c'est tragique, mais c'est la faute des passeurs ». Non, il faut agir, d'abord pour lutter contre ceux qui exploitent la misère, pour démanteler leur réseau, pour stopper l'économie du désespoir et pour mettre des mots sur ces crimes. Mais agir véritablement, c'est aussi s'attaquer aux causes, aux vides politiques, économiques, sociaux qui poussent à fuir dans ces pays où rêver d'avenir devient un luxe, où la plupart ferment les yeux, où on détourne le regard. Ainsi surgit une question fondamentale. Et si plutôt qu'accumuler les frontières à l'entrée, on donnait les moyens au départ? Et si on investissait dans ces territoires pour que le rêve de partir ne devienne pas une nécessité? Car si tout le monde partait et que ces pays se vidaient de leur jeunesse, de leur avenir, de leur potentiel économique, ce serait une hémorragie humaine et culturelle, une perte de savoir-faire, de créativité, mais aussi une perte de sens pour ceux qui restent. Certaines initiatives commencent à naître. Elles associent infrastructures, énergie renouvelable, accès à l'éducation, à l'entrepreneuriat, aux technologies. Elles font naître l'espoir, bâtir chez soi sans partir ailleurs. Alors, ces initiatives restent fragiles, elles sont exigeantes, elles sont souvent invisibles, mais elles ont le mérite d'exister et de rappeler que la solution n'est pas seulement en Europe, elle est aussi dans les terres qui font face à celle-ci. Alors oui, la deuxième partie de l'immigration, c'est bien la confrontation, celle entre la peur et la promesse. Elle se heurte sur le terrain souvent de manière violente, dans les camps politiques, dans les urnes. Elle se joue dans la manière dont on parle des gens, dont on les humanise ou non. Elle se joue dans les visages, dans les regards jetés ou dans l'indifférence feinte. La tension est réelle, mais elle peut être dépassée si l'on pose un autre regard, non pas pour ceux qui arrivent, mais sur ceux qui ont été contraints de partir, non pas sur ceux qui veulent fermer la porte, mais sur ceux qui veulent tendre la main. Le débat du changement exige deux mouvements. Le premier, c'est rompre avec la peur, la désinformation et la stigmatisation. Le deuxième, c'est agir sur le terrain, là où tout commence, dans les vies punies par le manque de perspective. Parce qu'en bout de course, l'immigration n'est ni une fatalité, ni une erreur, c'est juste un symptôme. Et les symptômes, si on les traite bien, montrent qu'il y a encore quelque chose à sauver. Un lien humain que l'on doit ensemencer et qui, avec détermination, peut fleurir. Tout l'enjeu aujourd'hui, ce n'est plus seulement d'accueillir, de compter ou encore de craindre, mais c'est de créer un équilibre entre solidarité responsable ici et soutien durable là-bas, entre paroles fortes et actions concrètes, entre fermeture de chemins illégaux et ouverture des voies de coopération. Ça peut sembler ambitieux, voire même idyllique, mais ce sont ces deux fils-là qui tissent un avenir plus humain. D'abord, parlons de passeurs. Ces passeurs sont nés d'un désert réglementaire. Ils se sont organisés dans le secret, munis de cartes, de bateaux, de camions à contre-cœur nourris par la détresse. Ils racontent la jungle aux gens qui ont tout quitté. Et pour nombre d'entre eux, le prix est la vie d'un proche. Alors là, on ne discute plus business, on parle de commerce criminel, extrêmement lucratif, dangereux et mortel. La première des solutions, c'est de casser ces réseaux. Mais ça ne se fait pas à coup de talk show. Ça exige de véritables actions coordonnées, comme des contrôles ciblés, échange d'informations, coopérations internationales animées, soutien aux gardes-côtes, aux polices criminelles, sans violer bien sûr les droits des passeurs. Mais casser ces réseaux, ce n'est pas tout. Il faut aussi casser leur moteur, cette envie ou la nécessité irrépressible de tenter sa chance. Et pour cela, il faut renverser la perspective. On ne doit plus accepter que fuir soit la seule option de construction d'un avenir. Il faut rendre possible de rester dignement chez soi. Et c'est là que naissent des stratégies de co-développement, de solidarité bien pensée et de projets conjoints.
On a vu naître des initiatives ambitieuses, comme des projets d'accès à l'eau potable dans des villages reculés, des filières de formation professionnelle financées par des ONG européennes, des incubateurs d'entrepreneurs locaux soutenus par des coopérations avec des universités ou des entreprises. Ce sont des petits cailloux jetés dans l'eau, mais qui créent des ondes de potentiel, comme un métier, un revenu complémentaire, une volonté de rester. Et à chaque fois, c'est un départ en moins, une famille en moins brisée, un avenir moins inutile. Et ceux qui partent, s'ils partent encore, c'est par choix et non par besoin. C'est une nuance qui change tout. Nous serons réalistes. Cela demandera plus de moyens, plus de temps, plus de collaboration. Mais ces actions-là sont possibles. Elles existent, parfois à petite échelle, mais elles portent la promesse d'un équilibre. Maintenant, prenons un instant pour poser un regard critique sur le fameux pacte européen sur la migration et l'asile. Vous savez, ce pacte, on en a parlé. Il consiste à accélérer les procédures, répartir la pression, à encadrer les frontières et autoriser plus de voies légales. Youpi! Mais dans les faits, plusieurs failles apparaissent. Le premier que je vois, c'est un désaccord structurel persistant. Certains pays malmenés tels que la Grèce, l'Italie et Malte estiment que les mécanismes de solidarité restent insuffisants. Les mécanismes contraignent, mais manquent quand même de cœur et d'urgence. La deuxième, c'est cette tentation de l'externalisation. On délègue la gestion des arrivées à des pays voisins, parfois très fragiles, contre des financements ou encore des promesses économiques. Mais ces États tiers ne respectent pas toujours les droits fondamentaux. Et résultat, la bureaucratie s'alourdit, les personnes migrantes sont piégées dans des zones grises. Et l'Europe, elle ferme les yeux tout simplement. Ni vu ni connu. La troisième, c'est le risque d'accumulation de dispositifs. Parce qu'à force de règles complexes, d'interprétations nationales, de normes contradictoires, eh bien, ce fameux pacte devient tout simplement un millefeuille juridique. L'efficacité risque d'y prendre, tout comme la transparence. Et la dernière, vous la voyez venir en mille, c'est un déficit réel de fonds humains et financiers. Le pacte prévoit des transferts, mais les moyens mis sont souvent jugés insuffisants. Les États membres rechignent à ouvrir de nouveaux budgets ou à envoyer du personnel sur le terrain. En résumé, le pacte est un outil valable, mais on ne peut plus se contenter seulement de dire qu'il existe. Il faut le rendre réellement opérationnel, rapide, humain et surtout très important, solidaire entre les États membres. Alors, quel levier peut-on activer vraiment? Je pense qu'il faut investir massivement dans les voies légales, comme plus de visas humanitaires, des programmes temporaires de travailleurs, des bourses d'études plus nombreuses, un système de parrainage citoyen. Cela permettra de fractionner la pression hors des flux clandestins. La seconde, c'est de débloquer les budgets d'urgence pour les pays d'arrivée, c'est-à-dire faire des financements ciblés pour l'hébergement, la scolarisation des enfants, le soutien psychologique et l'accès au travail, car après tout, toutes ces personnes cherchent juste une source de revenus. La troisième, c'est lancer des programmes de co-développement solides avec des projets économiques à impact, dont les bénéfices sont mesurables localement. La quatrième, c'est soutenir des pôles d'accompagnement locaux, comme des ONG, des associations, des juristes, des tuteurs, des professeurs pour accompagner les nouveaux arrivants dès leur arrivée et ainsi renforcer le vivre ensemble. Et la dernière, c'est tout simplement le fait de créer des dispositifs européens de mentorat, avec un jumelage de communautés, de familles, d'entreprises, pour créer une solidarité concrète entre habitants européens et migrants. Un contact humain, un regard croisé et une compréhension. Mais ces propositions, elles ne sont pas seulement techniques, elles sont éthiques. Elles répondent à une question. Qui voulons-nous être? Une société qui se renferme, qui compte les arrivées au lieu de compter les parcours, qui cloisonne les étrangers et étrangers en nous-mêmes, ou bien une société qui se sait interconnectée, qui reconnaît que ces flux façonnent déjà nos rues, nos hôpitaux, nos écoles, qui construit sa propre humanité avec d'autres histoires.
La réponse ne viendra pas d'un décret, elle viendra d'une concertation continue entre citoyens, maires, communautés, États, institutions. Tous doivent œuvrer, sortir des postures et se rencontrer. Alors, maintenant c'est à toi. Que retiens-tu de tout ça? De cette vision à double facette? D'un côté, on a l'urgence humaine qui consiste à lutter contre les réseaux criminels, venir en aide aux victimes et rétablir les protections. De l'autre, on a l'ambition politique qui consiste à partager la responsabilité, penser qu'au développement et investir dans les vies. Alors je vous l'accorde, ce mixte est fragile, mais il est essentiel, parce que sans cela, on nourrit à la fois la peur et la fuite. On ferme à la fois la porte et le regard. On enferme à la fois nos politiques et nos cœurs. Alors je vais te laisser avec une question simple, mais profonde. Est-ce que demain tu veux vivre dans une Europe cloisonnée ou dans une Europe de solidarité active? Si toi aussi tu penses qu'il faut bâtir des ponts plutôt que des murs, dis-le nous dans les commentaires. Explique ton point de vue et partage-le nous. Car c'est comme ça qu'on fait avancer les idées dans nos désaccords mutuels. Et surtout, abonne-toi, like, partage si tu veux continuer ce voyage. Et encore un immense merci à celles et ceux qui soutiennent la chaîne sur Tipeee. Merci de ta patience et de ta réflexion. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous et gardez les ponts ouverts même dans la nuit.